La question n'est jamais posée directement. Dans une conversation polie, lors de dîners, entre collègues de travail, personne ne s'adresse à la femme célibataire pour lui demander comment elle gère l'absence d'intimité physique. Le sujet est entouré par les conventions sociales. Nous discutons de sa carrière, de ses voyages, de son chemin de croissance personnelle. La réalité biologique sous-jacente à tout cela reste passée sous silence, comme si la reconnaître était impoli plutôt que simplement honnête. Mais la réalité existe indépendamment de l'évitement social. Les êtres humains sont des créatures sexuelles. L'élan ne disparaît pas parce que les circonstances compliquent sa satisfaction. La femme sans partenaire ne devient pas asexuelle. Elle devient une personne sexuelle qui navigue à travers l'absence de l'exutoire typique de cette sexualité. Ce qui se passe dans cette navigation est rarement examiné. L'hypothèse semble être qu'elle attend simplement patiemment, avec joie, jusqu'à ce que la bonne personne arrive. L'attente est présentée comme quelque chose de neutre, juste une pause, un temps d'arrêt, une condition temporaire qui ne produit aucun défi particulier. Cette hypothèse est erronée. L'attente n'est pas neutre. L'absence produit des effets psychologiques, émotionnels et parfois physiques. Et les femmes développent des stratégies pour gérer ces effets, des stratégies qui varient radicalement selon le tempérament, les valeurs, les circonstances et ce qu'elles sont prêtes à accepter. Aujourd'hui, nous examinons un territoire qui reste habituellement caché. Comment les femmes gèrent réellement la sexualité lorsqu'il n'existe pas de partenaire avec qui la partager? Pas la version édulcorée, ni la version idéologique qui prétend que la question n'importe pas, mais la gamme réelle de réponses que les femmes déploient lorsque la réalité biologique se heurte à l'absence circonstancielle. Cela importe aux hommes car le comprendre offre un aperçu des femmes qu'ils pourraient rencontrer. La femme célibataire depuis des années a fait quelque chose durant ces années. Connaître l'éventail de ce qui existe vous aide à comprendre à qui vous avez réellement affaire lorsque vous traitez avec elle. Le fondement biologique nécessite une reconnaissance. L'élan sexuel n'est pas un équipement optionnel, il est intégré au système d'exploitation. L'évolution l'a installé parce que la reproduction l'exigeait. Les espèces qui ne voulaient pas s'accoupler ne se sont pas reproduites. Les espèces qui voulaient s'accoupler intensément, de manière persistante pendant les années reproductives, sont les espèces qui ont continué d'exister. Les femmes ont hérité de cet élan au même titre que les hommes. Le récit culturel suggère parfois le contraire, que les femmes pourraient prendre ou laisser la sexualité, que ce sont les hommes qui sont poussés alors que les femmes sont réceptives. Ce récit sert des objectifs sociaux, mais ne correspond pas à la réalité biologique. Les femmes éprouvent du désir sexuel. Le désir produit une tension lorsqu'il n'est pas satisfait. La tension exige un certain type de réponse. La réponse n'est pas purement physique. La sexualité est liée au bien-être émotionnel, au concept de soi, à l'équilibre hormonal, à la manière dont une femme se sent par rapport à elle-même et à sa vie. L'absence d'expression sexuelle ne crée pas un seul problème spécifique. Elle crée une constellation d'effets qui se manifestent différemment selon l'individu. Les effets hormonaux sont mesurables. L'activité sexuelle active l'ocytocine, la dopamine, les endorphines, des substances chimiques qui régulent l'humeur, la connexion et la réponse au stress. L'absence de ces libérations chimiques produit différents états de base. La femme qui connaît une intimité régulière fonctionne avec une neurochimie différente de celle de la femme qui n'a pas été touchée depuis des années. Ce n'est pas un argument en faveur d'une réponse particulière. C'est la reconnaissance que la question importe. La femme sans partenaire ne fait pas face à un inconvénient trivial. Elle gère une situation biologique authentique qui l'affecte réellement. Ce qu'elle fait à ce sujet révèle quelque chose sur elle. Pourquoi certaines femmes se retrouvent sans partenaire mérite un examen. Plusieurs chemins mènent au célibat à long terme. Comprendre ces chemins aide à interpréter les stratégies qui en découlent. Certaines femmes opèrent à partir d'un cadre transactionnel. L'intimité doit se mériter. L'homme doit prouver sa valeur par l'effort, la fourniture, les rituels de cour. Elle ne donne rien avant de recevoir d'abord ce qu'elle croit mériter. Cette mentalité produit un célibat prolongé car les transactions sont rarement complétées. Les exigences augmentent. La barre monte à mesure que les hommes dépassent les précédentes. Elle est perpétuellement insatisfaite de ce qui lui est offert, car la satisfaction signifierait renoncer à un pouvoir qu'elle valorise plus que la connexion. L'homme qui pourrait fournir un partenariat authentique abandonne la négociation. La dynamique semble extractive plutôt que collaborative.
Il n'est pas disposé à auditionner indéfiniment pour un rôle où il est perpétuellement évalué plutôt qu'accepté. Elle reste célibataire non pas parce qu'il n'y a pas d'homme disponible, mais parce que son approche repousse les hommes qui s'approchent. Le traumatisme psychologique crée différents chemins vers le célibat. Un viol passé installe une peur qui empêche une nouvelle connexion. La femme qui a subi une agression porte cette expérience dans chaque interaction ultérieure. Son corps se souvient du danger même lorsque son esprit reconnaît que cet homme en particulier n'est pas dangereux. Le système nerveux qui a appris à associer l'intimité physique à la souffrance ne désapprend pas facilement. Les relations avec le père façonnent l'attachement de manière qui s'étendent sur des décennies. La femme dont le père était absent, abusif ou peu fiable, développe souvent des schémas protecteurs qui empêchent l'intimité. Elle a appris que les hommes causent de la douleur. Elle a appris à maintenir une distance qui prévient la douleur qu'elle attend. Les ruptures aggravent les impulsions protectrices. La femme qui s'est donnée entièrement et a été détruite ne se donne plus entièrement. Elle se retient. Cette retenue empêche la profondeur de connexion qui produirait la relation qu'elle désire et redoute simultanément. Le célibat basé sur le traumatisme est tragique plutôt que stratégique. Elle ne veut pas être seule. Elle veut de la connexion. Mais son système ne le permet pas. Le désir et la prévention coexistent, produisant des périodes prolongées sans partenaire alors qu'elle souhaite en avoir un. Les standards irréalistes produisent le célibat par différents mécanismes. Elle attend quelqu'un qui n'existe pas. L'homme avec le statut, les revenus, l'apparence, la personnalité, la disponibilité émotionnelle, le style de vie, le tout au niveau qu'elle exige. Cet homme est soit extrêmement rare, soit il sélectionne parmi des options qui ne l'incluent pas. Les standards sont souvent corrélés à son propre pic de désirabilité. Quand elle avait 23 ans et qu'elle était impressionnante, il y avait des hommes de haut calibre disponibles. Le souvenir de ce qu'elle pouvait attirer alors façonne ce qu'elle exige maintenant. Mais le maintenant est différent. Le marché sur lequel elle achète a changé. Les standards qui étaient non réalistes alors sont de la fantaisie aujourd'hui. Le rejet des options disponibles se poursuit indéfiniment. Il n'est pas assez grand. Il n'a pas assez de succès. Il n'est pas assez excitant. Chaque candidat est éliminé pour ne pas correspondre à un idéal que les humains réels ne peuvent incarner. Elle reste célibataire tout en insistant sur le fait que le problème est la qualité des hommes, plutôt que la qualité de ses critères d'évaluation. Le vieillissement croise les standards de manière douloureuse. La femme de plus de 40 ans fait face à des réalités de rencontre qui diffèrent de ce qu'elle a connu à 25 ans. Les hommes qu'elle veulent souvent des femmes plus jeunes. Les hommes qui la veulent ne sont pas les hommes qu'elle imaginait vouloir. Le groupe a changé de manière que ses attentes n'ont pas assimilé. L'autoperception est en retard sur la réponse du marché. Elle se voit telle qu'elle était plutôt que telle qu'elle est maintenant. Elle attend des réponses appropriées à d'anciennes versions d'elle-même. Le décalage entre le concept de soi et la réponse externe produit de la confusion, de la frustration et un célibat continu. Certaines femmes à ce stade s'ajustent. Elles recalibrent leurs attentes pour qu'elles correspondent à la réalité. Elles trouvent un partenaire parmi les hommes qui les aiment, tels qu'elles existent actuellement, plutôt que tels qu'elles étaient autrefois. L'ajustement n'est pas une défaite. C'est la reconnaissance que les marchés changent et que la participation nécessite de s'y adapter. D'autres ne s'ajustent pas. Elles insistent sur des standards qui ne produisent rien. Elles vieillissent vers un célibat plus profond tout en maintenant que les standards sont corrects et que le marché a tort. L'insistance offre une protection psychologique au prix d'un partenaire réel. Parfois, le célibat reflète une véritable hiérarchisation des priorités. Toutes les femmes sans partenaire ne sont pas dysfonctionnelles. Certaines ont activement choisi de se concentrer ailleurs. Des exigences professionnelles pendant les années de formation. Des problèmes de santé qui nécessitent une attention particulière. La récupération d'un divorce qui doit être achevé avant qu'un nouveau partenaire n'ait du sens. La femme dont la relation a été reportée consciemment a un rapport différent avec son célibat que la femme qui veut un partenaire mais ne peut pas en obtenir. Le report est stratégique plutôt qu'une stratégie ratée. La gestion de la sexualité pendant le report reflète un choix plutôt que le désespoir. Cette catégorie mérite une distinction par rapport aux autres. La femme qui pourrait avoir un partenaire mais qui l'a reporté fonctionne différemment de la femme qui ne peut pas avoir de partenaire malgré son désir.
Les stratégies qu'elle déploie pourraient se chevaucher, mais le paysage psychologique diffère complètement. Les effets de l'absence prolongée s'accumulent. Les changements émotionnels apparaissent progressivement. La femme sans contact physique devient plus susceptible. L'irritabilité augmente. La patience diminue. L'humeur de base qu'une intimité régulière stabiliserait devient instable. Elle n'est pas nécessairement consciente du lien. La mauvaise humeur semble environnementale plutôt que sexuelle. Mais la corrélation existe. La pièce de la neurochimie importe ici. L'intimité régulière libère des substances chimiques qui régulent la réponse au stress. Sans ces libérations, le stress s'accumule différemment. La femme pourrait développer de l'anxiété, de la dépression ou une volatilité émotionnelle qu'elle attribue à d'autres causes. La cause réelle, l'absence des libérations chimiques que procure la sexualité, n'est souvent pas examinée. Les effets physiques sont plus polémiques à discuter. Certaines recherches suggèrent des liens avec la santé pelvienne, la circulation, la fonction musculaire et la régulation hormonale. Les affirmations varient en crédibilité. Ce qui semble clair, c'est que le système reproducteur a évolué pour être utilisé. Le non-usage prolongé pourrait produire des effets, bien qu'isoler ces effets d'autres variables s'avère difficile. Les effets sur l'estime de soi sont les plus visibles. La femme qui n'a pas été désirée depuis des années commence à se demander si elle est désirable. Le questionnement devient doute. Le doute devient la croyance qu'elle ne l'est pas. La croyance affecte son comportement, ce qui affecte la réponse des autres envers elle, ce qui confirme la croyance. Le cycle est vicieux. La comparaison sociale intensifie les dommages à l'estime de soi. Ses pairs ont des partenaires. Ses pairs sont choisis. Elle observe leur vie, les mariages, les familles, la désirabilité évidente, tout en vivant le fait de ne pas être choisie. La comparaison transforme la lutte privée en insuffisance publique. Les stratégies de gestion méritent un examen détaillé. Les femmes sans partenaire déploient différentes approches face à la réalité biologique qu'elles gèrent. Les approches révèlent des valeurs, une psychologie et ce qu'elles sont prêtes à accepter d'elles-mêmes. Stratégie 1. L'accord occasionnel. Certaines femmes séparent le besoin physique du besoin de relation. Elles trouvent des hommes disposés à fournir une satisfaction physique sans l'enchevêtrement d'un couple. L'accord est explicitement limité. Aucune des parties n'attend plus que ce qui est offert. Les hommes dans ces accords occupent nos différentes positions. Parfois des hommes célibataires qui veulent aussi une connexion sans engagement. Parfois des hommes mariés qui ne peuvent pas offrir d'engagement. Parfois des hommes dont les circonstances empêchent une relation mais permettent la connexion physique. La femme qui choisit cette voie a décidé que les besoins de son corps importent suffisamment pour être abordés directement. Le besoin d'intimité physique est satisfait. Le besoin de partenaire reste insatisfait, mais est traité comme un problème à part. La solution de l'un ne nécessite pas de résoudre l'autre. La psychologie varie. Certaines femmes compartimentent avec succès. L'accord fournit ce qu'il fournit sans déborder sur d'autres domaines. D'autres luttent avec la compartimentation. Des émotions se développent, malgré les accords explicites, produisant la souffrance que l'accord devait éviter. L'accord est souvent caché. La femme qui a satisfait occasionnellement ses besoins physiques pendant des années pourrait ne pas révéler cette histoire à des partenaires sérieux ultérieurs. La révélation semble risquée. Le jugement pourrait suivre. L'histoire est donc enterrée. Le nouveau partenaire reçoit une version édulcorée qui omet des années de comportement réel. Stratégie 2. L'autosatisfaction. La stratégie la plus privée, la masturbation, sert d'exutoire principal pour de nombreuses femmes gérant une absence à long terme. La solution ne nécessite personne d'autre. Le besoin est abordé sans les complications qu'introduisent les autres. Les méthodes se sont élargies. Les vibromasseurs et autres dispositifs fournissent une stimulation que les mains seules pourraient ne pas atteindre. Le marché des jouets sexuels pour femmes a explosé parce que la demande existe. Les femmes achètent des solutions à des problèmes qu'elles traitent en privé. La pornographie entre dans les pratiques de nombreuses femmes. Le stéréotype suggère que le porno est un territoire masculin. Les données contredisent le stéréotype. Les femmes consomment du contenu visuel qui soutient leur routine d'autosatisfaction. Le contenu peut différer de ce que les hommes consomment, plus narratif, plus de contexte relationnel, mais la consommation a lieu. Le risque surgit par l'escalade. La femme qui utilise la pornographie occasionnellement
peut développer des schémas ressemblant à l'addiction. Le seuil de stimulation monte. Un contenu plus extrême devient nécessaire pour une réponse équivalente. La solution occasionnelle évolue vers une dépendance problématique qui crée ses propres problèmes. L'adéquation émotionnelle de l'autosatisfaction varie. Pour certaines femmes, c'est suffisant. La libération physique a lieu. La tension se dissipe, la vie continue. Pour d'autres, la libération souligne ce qui manque. L'orgasme a lieu, mais le vide qui suit accentue la solitude au lieu de l'alléger. Stratégie 3. La sublimation. Certaines femmes redirigent l'énergie sexuelle au lieu de la satisfaire directement. L'énergie qui s'écoulerait vers la sexualité est canalisée ailleurs. Travail, fitness, parentalité, religion, activité caritative, expression créative. La sublimation a une validation historique. Des artistes, des mystiques et des personnes accomplies à travers l'histoire auraient canalisé l'énergie sexuelle vers leurs objectifs. L'énergie est puissante lorsqu'elle n'est pas spécifiquement dirigée vers la sexualité. Elle peut alimenter des réalisations notables dans d'autres domaines. Le mécanisme n'est pas magique. L'énergie sexuelle produit une activation générale. Cette activation peut s'appliquer à tout ce qui reçoit de l'attention. La femme qui est sexuellement frustrée et attaque sa carrière avec intensité pourrait transformer une forme d'élan en une autre. La sublimation religieuse mérite une mention spécifique. De nombreuses traditions de foi prescrivent le célibat en dehors du mariage. Les femmes qui suivent ces prescriptions ne se vivent pas comme privées. Elles se vivent comme dévotes. Le cadre transforme ce qui pourrait être ressenti comme un manque en une offrande choisie. La psychologie change par le sens appliqué. La nourriture et le divertissement se substituent parfois à la sexualité. La dopamine que fournirait l'intimité est recherchée à travers la nourriture, à travers le visionnage de séries télévisées, à travers d'autres sources de libération chimique. Ces substitutions sont moins conscientes que le travail ou la sublimation religieuse. Ce sont des mécanismes d'adaptation plutôt que des stratégies délibérées. Un élan sexuel plus faible rend la sublimation plus facile. La femme avec une sexualité de base modeste vit l'absence différemment de la femme à la sexualité intense. Ce qui serait une torture pour l'une est un inconvénient mineur pour l'autre. Le tempérament importe. La stratégie qui fonctionne pour une femme peut être insuffisante pour une autre. L'intégration de ces stratégies produit des modèles observables. La femme célibataire depuis des années a fait quelque chose. Les stratégies qu'elle a déployées laissent des traces. Comprendre les traces aide à comprendre qui elle est devenue. La femme de l'accord occasionnel pourrait avoir développé un détachement de l'intimité physique. L'expérience de séparer les corps de la connexion pourrait persister. L'homme qui s'associe à elle plus tard pourrait trouver quelqu'un qui peut être physique sans être présente. Une compétence qu'elle a développée pour survivre et qui ne sert pas la relation de couple. La femme centrée sur l'autosatisfaction pourrait avoir calibré ses réponses à son propre toucher plutôt qu'à l'interaction avec le partenaire. Les schémas établis dans la solitude ne se transfèrent pas automatiquement à la sexualité partagée. Elle pourrait avoir des difficultés à répondre à une autre personne quand son système a été conditionné pour l'expérience individuelle. La femme de la sublimation pourrait avoir enterré la sexualité si efficacement que la réactiver s'avère difficile. L'énergie est partie ailleurs pendant si longtemps que la redirection vers la sexualité ne se produit pas automatiquement. Elle pourrait entrer dans une relation en voulant sincèrement la connexion, mais en étant physiologiquement incapable d'accéder à ce qu'elle a supprimé. Ce ne sont pas des jugements, ce sont des observations. Les stratégies que les femmes déploient pour survivre produisent moins des adaptations. Les adaptations ne disparaissent pas lorsque les circonstances changent. L'homme qui entame une relation avec une telle femme entame une relation avec toutes les adaptations que son histoire a produites. Le cadre psychologique varie radicalement. Certaines femmes vivent leur célibat comme un fait neutre, ni bon ni mauvais, juste la circonstance actuelle. Ce cadre produit une gestion calme, sans souffrance excessive. D'autres vivent le célibat comme un échec, quelque chose qui ne va pas chez elles et qui a produit un résultat indésirable. Ce cadre génère une honte qui aggrave la difficulté originelle. La honte rend la résolution plus difficile car elle réduit la confiance qui attirerait un partenaire. D'autres encore construisent une défense idéologique. Les hommes sont le problème, la culture est le problème. La relation de couple elle-même est problématique. Ce cadre offre une protection psychologique. Elle n'échoue pas.
C'est le système qui échoue. Mais la protection empêche l'auto-examen qui pourrait produire des résultats différents. Le cadre change souvent avec le temps. La femme qui était neutre à 30 ans désespère à 40 ans. La femme qui blâmait les hommes à 35 ans accepte sa responsabilité à 45 ans. Le rapport psychologique au célibat évolue à mesure que les années s'accumulent et que l'espoir fluctue. Ce que cela révèle sur la psychologie mérite attention. Les extrêmes signalent des problèmes sous-jacents. La femme qui n'a pas eu de contact physique depuis une décennie a fait des ajustements qui méritent examen. La femme qui a maintenu une rotation de partenaires occasionnels pendant des années a fait des ajustements différents qui méritent également examen. Aucun des extrêmes ne représente une santé sans complications. Celle qui s'abstient complètement a soit un élan inhabituellement bas, une sublimation inhabituellement efficace, soit une suppression qui produit d'autres symptômes. La femme aux partenaires occasionnels en série a soit une compartimentation inhabituellement efficace, un évitement de l'attachement qui empêche l'intimité, soit une blessure qu'elle gère par la distraction des corps. Les positions intermédiaires, un peu d'autosatisfaction, un peu de sublimation, une connexion occasionnelle quand les circonstances le permettent, représentent probablement une navigation plus saine. Pas parfaite, pas sans coup, mais équilibrée d'une manière que les extrêmes ne sont pas. L'affirmation selon laquelle tous les hommes sont mauvais comme explication au célibat prolongé et à ses stratégies de gestion mérite le scepticisme. L'affirmation fonctionne comme une défense psychologique plutôt que comme une évaluation précise. Tous les hommes ne sont pas mauvais. La femme qui fait cette affirmation est souvent celle dont les schémas empêchent la relation avec les hommes disponibles. Les blâmer la protège d'examiner ce qu'elle apporte elle-même. Pour les hommes qui rencontrent des femmes avec ces histoires, la femme célibataire depuis des années apporte tout ce que son célibat a produit. Les stratégies, les adaptations, les défenses psychologiques, les schémas établis dans l'absence ne disparaissent pas dans la présence. La curiosité sert mieux que le jugement. Comment s'est-elle débrouillée? Qu'a-t-elle fait? Qu'est-ce que cela révèle sur sa relation avec son corps, avec l'intimité, avec la connexion? Les réponses ne sont pas nécessairement disqualifiantes, mais elles sont informatives. La femme qui a survécu par la compartimentation pourrait compartimenter avec vous aussi. La femme qui a supprimé efficacement pourrait lutter pour cesser de supprimer. La femme qui a développé des schémas de partenaires occasionnels pourrait continuer ces schémas malgré la relation. L'historique prédit sans déterminer. La conscience aide. L'absence de discussion sur ces sujets dans sa présentation pourrait être informative en soi. La femme qui agit comme si les années de célibat ne produisaient aucun défi à gérer pourrait cacher quelque chose. Le défi a existé. Quiconque est humain y fait face. Prétendre le contraire suggère de la malhonnêteté ou une déconnexion de sa propre expérience. La question de l'intégration est celle qui importe le plus. Comment a-t-elle intégré son expérience? La femme qui a traité son célibat, compris ce qu'il a produit, l'a géré consciemment et en a tiré des leçons, se présente différemment de la femme qui est encore à vif. Le traitement produit de la sagesse. L'absence de traitement produit de la réactivité. Poser des questions indirectes. Comment a-t-elle passé ces années? Qu'a-t-elle appris sur elle-même? Comment a-t-elle géré les défis de cette période? Les réponses révèlent des niveaux de traitement même sans discussion explicite sur la sexualité. La femme qui peut discuter de cette période avec équanimité a accompli quelque chose. La femme qui ne peut pas en discuter du tout a accompli autre chose. La question de la santé émotionnelle croise la question pratique. Ces stratégies ont pu être des mécanismes de survie nécessaires. Mais les mécanismes de survie qui persistent après que le danger est passé deviennent des dysfonctionnements. S'est-elle mise à jour? A-t-elle développé une capacité de relation que ces stratégies de célibat n'exigeaient pas? La réponse détermine si l'histoire reste historique ou contamine le présent. Le contexte culturel plus large. Les rencontres modernes ont prolongé les périodes de célibat vécues par les individus. L'âge au mariage a augmenté. La formation des relations est devenue plus compliquée. Plus de femmes passent plus d'années à gérer leur sexualité sans partenaire que les générations précédentes. Les stratégies dont nous avons discuté opèrent à l'échelle. Des millions de femmes naviguant face aux mêmes défis avec les mêmes options limitées. Les solutions qui émergent ne sont pas des particularités individuelles. Ce sont des réponses à l'échelle de la population, à des conditions à l'échelle de la population.
L'isolement aggrave la difficulté. Ces sujets ne sont pas discutés. Chaque femme qui les gère se sent exceptionnellement chargée. Le sentiment d'un fardeau unique ajoute de la honte à la difficulté pratique. Il n'existe pas de communauté qui normalise le défi et partage des stratégies d'adaptation parce que le sujet reste tabou. La technologie a modifié le paysage. L'accès aux dispositifs d'autosatisfaction n'a jamais été aussi facile. L'accès au contenu visuel qui soutient l'autosatisfaction n'a jamais été aussi illimité. L'accès à des partenaires occasionnels via des applications a créé des options qui n'existaient pas il y a une génération. Les stratégies de gestion disponibles aujourd'hui diffèrent de celles d'autrefois. Il n'est pas clair si les nouvelles options produisent de meilleurs ou de pires résultats. Il existe plus d'outils pour gérer le problème. Il existe aussi plus de moyens d'éviter de développer la capacité de relation. La femme qui peut s'en sortir indéfiniment par l'autosatisfaction et l'accord occasionnel pourrait ne jamais développer les vulnérabilités qu'exige le couple. La gestion devient une barrière plutôt qu'un pont. Le retour à la vie de couple après une absence prolongée. La femme qui n'a pas été en couple depuis des années fait face à des défis spécifiques lorsque la vie de couple redeviendra disponible. Le corps a des schémas. Les schémas établis seuls ou avec des partenaires occasionnels ne se transfèrent pas automatiquement. Réapprendre à être sexuel avec quelqu'un qui compte pour elle, quand l'affection introduit une vulnérabilité que le fortuit n'introduisait pas, nécessite une transition qui n'est pas automatique. Les attentes ont changé. Ce qu'elle se rappelle de sa précédente relation peut ne pas correspondre à ce qu'implique la relation maintenant. L'expérience qu'elle a eue dans l'intervalle, même s'il ne s'agissait que d'une expérience en solo, l'a modifiée. Elle n'est pas la même personne que celle qui était en couple la dernière fois. La personne avec qui elle s'unit ne la connaît pas comme elle était, mais comme elle est devenue. Les exigences de communication augmentent. Le partenaire ne peut pas savoir ce qu'elle a traversé à moins qu'elle ne le partage. Le partage nécessite de la vulnérabilité. La vulnérabilité après des années d'autoprotection semble dangereuse. La tentation de cacher, de se présenter comme si les années avaient été neutres plutôt que difficiles, mine l'honnêteté qu'exige la relation. La patience devient nécessaire des deux côtés. Sa capacité d'intimité doit être reconstruite. La compréhension de l'homme sur ce qu'elle a géré doit se développer. La relation ne peut pas accomplir du jour au lendemain ce que des années d'absence ont compliqué. Le processus prend du temps que les deux parties doivent être prêtes à investir. La voie à suivre pour la femme qui gère cette situation, reconnaître que les stratégies qui ont servi à la survie pourraient ne pas servir à la relation de couple. Ce qui vous a aidé à traverser les années seules pourrait ne pas se traduire par un épanouissement avec quelqu'un. L'adaptation a rempli un objectif. L'adaptation continue remplit un objectif différent. La transition nécessite un effort conscient. Les extrêmes justifient un examen. Si vous avez passé une décennie sans contact physique, comprenez ce que cela signifie concernant les murs que vous avez construits. Si vous avez maintenu un contact occasionnel constant, comprenez ce que cela signifie sur l'intimité que vous avez évitée. Aucun des extrêmes n'est une condamnation. Les deux extrêmes sont des informations sur l'endroit où vous avez atterri et qui méritent une évaluation honnête. Le cadre que vous avez construit mérite également examen. Si tous les hommes sont terribles, à qui profite cette croyance? Si les relations sont des pièges, qui cela protège-t-il? Les défenses qui ont rendu la survie tolérable pourraient empêcher la relation de couple qui rendrait la défense inutile. Pour les hommes qui rencontrent ces histoires, approchez avec curiosité plutôt qu'avec jugement. La femme célibataire depuis des années a survécu. Les stratégies de survie qu'elle a déployées étaient des réponses à des situations réelles. Comprendre ce à quoi elle a fait face vous aide à comprendre qui elle est devenue. Les stratégies elles-mêmes peuvent importer moins que l'intégration. A-t-elle traité? A-t-elle appris? A-t-elle développé la capacité de relation que ces stratégies de célibat n'exigeaient pas? Les réponses déterminent si son histoire n'est que de l'histoire ou si elle reste une force active façonnant le présent dans lequel vous entrez. Certaines femmes émergent d'un célibat prolongé avec une connaissance de soi plus profonde, une compréhension plus claire de ce dont elles ont besoin et une préparation à la relation dont leur version précédente manquait. La difficulté a produit de la croissance. Les stratégies de gestion ont développé des capacités. Le résultat est positif malgré le chemin difficile. D'autres émergent endommagés.
Les stratégies qui ont servi sont devenues des modèles qui emprisonnent. Les défenses qui ont protégé sont devenues des murs qui isolent. Les années passées seules ont produit des adaptations qui empêchent la relation que les années étaient censées attendre. Distinguer ces résultats importe pour quiconque construit une relation avec une telle femme. La question n'est pas de savoir si elle a une histoire. Tout le monde a une histoire. La question est de savoir ce qu'a produit l'histoire. Croissance ou dommage, intégration ou fragmentation, préparation ou dysfonctionnement. L'honnêteté requise est inconfortable. Ces sujets restent inconfortables car la sexualité elle-même reste inconfortable à discuter pour beaucoup de gens. L'inconfort n'élimine pas la réalité. La réalité persiste, qu'elle soit discutée ou non. Les femmes qui gèrent un célibat prolongé font face à des défis réels. Faire semblant du contraire ne les aide pas. Fournir des cadres de compréhension pourrait le faire. Les stratégies que nous avons examinées ne sont pas honteuses. Ce sont des réponses humaines à des situations humaines. Les nommer permet de les examiner. Les examiner permet de les choisir consciemment au lieu d'y tomber par défaut. Les hommes qui cherchent à comprendre les femmes rencontrent ces histoires constamment. La femme célibataire depuis des années est courante. Comprendre ce que cela signifie, ce à quoi elle a fait face et comment elle y a fait face aide à évaluer qui elle est devenue. L'évaluation n'est pas un jugement. C'est une information nécessaire à la formation d'une relation. La culture en général bénéficierait de l'honnêteté que ces sujets reçoivent trop rarement. L'isolement que produit la honte ne sert personne. Les stratégies déployées en privé pourraient être mieux déployées avec un soutien communautaire et une discussion ouverte. Le tabou ne protège rien qui vaille la peine d'être protégé, tout en empêchant une conversation qui pourrait réellement aider. La situation humaine reste constante. Les êtres sexuels sans expression sexuelle font face à un défi. Le défi admet plusieurs réponses. Les réponses produisent divers résultats. Comprendre le paysage aide à le naviguer. Il ne s'agit pas de tirer des conclusions sur quelle stratégie est la bonne. Différentes femmes font face à différentes situations avec différents tempéraments qui produisent différentes réponses optimales. Ce qui est optimal varie. Ce qui reste constant, c'est que quelque chose doit être fait. Ce faire mérite l'examen qu'il reçoit trop peu souvent. Il existe davantage de contenu sur la compréhension de toute la gamme de l'expérience humaine dans les relations, y compris les expériences qui ne sont pas discutées en société polie. Des liens sont disponibles pour ceux qui ont une perspective sur ce territoire, que ce soit par l'expérience personnelle ou l'observation des autres. Partagez ce que vous avez vu. Quelles stratégies sont apparues ou quels résultats ont suivi? Les expériences partagées pourraient éclairer des terrains que d'autres naviguent moins sans carte. La situation humaine implique de gérer la biologie au sein des circonstances. Les circonstances varient. La biologie persiste. Comprendre les deux aide tous ceux qui naviguent à cette intersection. Ce qu'elle a fait pendant les années de solitude importe, non pas comme un jugement, mais comme une information sur qui vous rencontrez réellement quand vous la rencontrez. Si cette exploration des réalités cachées du célibat a changé votre façon de voir les luttes silencieuses de ceux qui vous entourent, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les vérités biologiques que la société tente souvent d'enterrer. Cultivons un avenir de compréhension. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira bientôt.